on est jeté dans le vide. Parce que c'est vrai que quand on est à la fac, on apprend beaucoup de choses. Mais ça reste quand même très théorique. C'est assez... ça peut être assez flippant au final, quand on se retrouve tout seul là-dedans. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, en fait. Bienvenue sur Objectif Passion, le podcast pour découvrir comment vivre de sa passion à travers des rencontres inspirantes. Aujourd'hui, j'accueille Laura-Lise Bouvier, qui est avocate au barreau de Paris, docteur en droit et enseignante. Elle multiplie les expériences et elle va les partager avec nous aujourd'hui avec beaucoup de transparence et de bienveillance. C'est qu'en tant qu'avocat, on se doit de bien défendre son client. Un cas qui me pose un cas de conscience, je le refuse sans hésiter parce que je sais que je ne pourrai pas bien faire mon travail et que je ne vais pas apporter à cette personne la défense qu'elle mérite. Je pars du principe qu'on est là pour aider ces gens-là. Moi, il y a beaucoup de dossiers que je prends même pro bono parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur et que c'est des éléments sur lesquels je pense qu'il est important d'avancer, qu'il est important de sortir les personnes des difficultés dans lesquelles elles sont. Donc moi, c'est des dossiers pour lesquels je ne me fais pas payer et que je traite bien volontiers parce que c'est important de le faire. Dans cet épisode, nous allons aborder pas mal de sujets, avec notamment son parcours, la gestion des émotions dans un métier tel que le sien, et elle va nous donner tous ses conseils pour ceux et celles qui veulent eux aussi devenir avocats. Je tenais donc vraiment à la remercier pour son accueil, sa gentillesse avant tout, mais aussi pour sa sincérité durant l'échange. Si l'épisode vous plaît, pensez à le partager. Ça compte énormément pour nous. C'est ce qui nous aide à se faire connaître et c'est ce qui nous encourage à continuer. Je vais maintenant laisser place à l'échange avec Laura-Lise et je vous souhaite une bonne écoute. Laura-Lise, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci de m'avoir invité. Ouais, on est super content de faire cette interview, donc voilà, merci beaucoup. Du coup, première question, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, pour me présenter très brièvement, donc je suis Laura-Lise Bouvier et je suis avocate au barreau de Paris et docteur en droit. D'accord. Et c'est super. Et t'as toujours voulu faire avocate depuis le plus jeune âge ? Absolument pas. Alors, depuis que je suis petite, je suis passée par beaucoup de carrières potentielles. Donc, j'ai voulu être styliste, j'ai voulu être vétérinaire, comme beaucoup de petites filles. J'ai voulu être astrophysicienne aussi, puisque je suis passionnée d'astrophysique et de physique quantique. Il y a eu énormément de choses auxquelles j'ai pensé. Finalement, je suis rentrée dans le droit, je dirais pas dire par hasard, mais presque. Parce que c'était un domaine qui m'intéressait au niveau des sciences humaines. J'aimais beaucoup la sociologie, j'avais beaucoup aimé le programme de philo quand j'étais en terminale. Et puis je suis rentrée en droit, voilà. Mais même quand je suis arrivée en droit, je ne savais pas non plus que je voulais être avocate. D'accord, comme beaucoup de ces lycéens qui sortent, qui commencent à faire une première année de droit, d'accord. C'est comme ça que c'est... Et du coup, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, je me lance en tant qu'avocate, enfin, c'est arrivé du coup en bac plus... À la fin de mon doctorat. Ah, soit okay. Au bout d'à peu près une dizaine d'années d'études. D'accord. Okay. Donc de façon très tardive. Et du coup, ton parcours, c'était quoi exactement en tant qu'étudiante, puis après les études, ça passait comment ? Alors moi, je suis rentrée à l'université à Paris 2, à Assas. J'ai fait 5 ans, les 5 ans classiques jusqu'au Master 2. Pendant le Master 2, je me suis posé beaucoup de questions sur mon orientation, parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient et que j'aimais pas trop cette idée de vraiment choisir un truc parce que j'avais envie de faire plein de choses. Et donc j'ai hésité entre passer les concours de la fonction publique, j'ai hésité à rentrer aux impôts, j'ai hésité à faire le concours de conseiller de TA, j'ai hésité à faire l'ENM, rentrer dans une ambassade m'aurait bien plu aussi. Au final, à la fin du Master 2, je me suis dit, je vais me laisser le temps de la réflexion, et puis je vais faire une thèse, et puis je verrai, et ça me donnera l'occasion de pouvoir enseigner. Donc j'ai commencé à enseigner à ce moment-là. Et puis ça me donnait aussi, j'aime beaucoup écrire, c'est quelque chose que je fais aussi depuis que je suis toute petite. Et c'était un bon compromis, on va dire. D'accord. Du coup, à la fin de... C'était après 8 ans, je comprends mieux les 8 ans que tu me disais avant d'être sûr de devenir avocate. 5 ans de Master 2 jusqu'au Master 2, après 5 ans de thèse, parce que j'ai fait une thèse universitaire, et une thèse universitaire c'est 4 à 5 ans. Donc 5 ans de thèse universitaire. Pendant cette thèse-là, moi je me suis vraiment consacrée à la thèse, j'ai fait d'autres choses à côté dont on parlera peut-être après, mais je me suis consacrée à la thèse, et puis ensuite à la fin de la thèse, je me suis dit, avocate c'est quand même pas mal, et je suis rentrée à l'école du barreau. D'accord. Voilà. Et quand tu finis tes études, du coup, comment ça se passe, comment tu arrives à faire ta première audience, comment tu arrives t'as fini tes études, et tu rentres dans le marché de l'emploi, ça se passe comment ?
on est jeté dans le vide. Parce que c'est vrai que quand on est à la fac, on apprend beaucoup de choses. Mais ça reste quand même très théorique. Ça reste très théorique, on nous donne toutes les informations dont on a besoin, mais on ne nous apprend pas concrètement ce que ça va être d'être avocat. Et c'est normal. Mais je dirais qu'on sépare peut-être un petit peu trop la théorie de la pratique. Ce qui est peut-être aussi un petit peu dommage. À l'école du barreau, on nous apprend comment on va exercer, mais je dirais que c'est peut-être pas suffisant. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même multiplié les expériences. Aussi bien dans les cabinets que dans les administrations, que dans des juridictions. Donc j'ai travaillé un petit peu partout. Donc j'avais déjà une petite idée de comment il fallait faire. Mais il n'empêche que quand on se retrouve la première fois à devoir plaider pour un client, qu'on a du mal à savoir exactement si on est au bon endroit, si le procureur c'est bien celui qui est à tel endroit, si le greffier on le reconnaît bien. Voilà, c'est assez... ça peut être assez flippant au final, quand on se retrouve tout seul là-dedans. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, en fait. C'est comme ça qu'on apprend et... Tu te formes sur le tas un peu au et final. on apprend beaucoup sur le tas. Ouais. Parce que c'est vrai que je me dis comment tu arrives à... Enfin, parce que du coup, c'est soit tu vas en cabinet, c'est ça, c'est ça, ou soit tu travailles direct pour toi, tu sais trouver... Enfin, c'est ça. Comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Alors déjà, à l'école du barreau, on fait quand même 6 mois de stage en cabinet, qui nous apprennent quand même le métier. Après, moi, j'ai fait 6 mois de stage dans un cabinet qui faisait essentiellement du consulting. Donc dans un très gros cabinet, mais on faisait beaucoup de consultations, donc on faisait pas vraiment de contentieux. Donc c'est vrai que la partie contentieuse, je l'ai pas appris là-bas. Donc au final, je l'ai apprise à force de faire des audiences, et puis en demandant à des confrères plus âgés aussi des conseils avisés sur la façon de procéder. Mais oui, il y a deux façons d'exercer. Soit quand on sort de l'école, on s'installe directement à son compte, soit on rentre en cabinet. Après, les deux façons d'exercer sont bonnes, je dirais simplement, elles sont différentes. Ouais. C'est la différence entre créer son entreprise et puis rentrer dans une structure qui est déjà créée. D'accord. C'est vrai qu'en plus, le métier d'avocat, c'est un peu bête, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les audiences. En fait, comme tu dis, il y a du consulting, il y a beaucoup de choses. Tu donnes du conseil sur tout ce qui est droit, du coup, c'est ça. Oui, c'est vrai que moi, bêtement, un peu, je me suis dit, c'est vrai que j'avais que l'idée d'audience, alors que pas du tout. Oui, forcément, parce que, alors moi, à la base, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, mais je suis spécialisée en fiscalité des entreprises. Donc, c'est un domaine où, alors, quand je fais de l'assistance au contrôle fiscal, disons que c'est un peu plus sur le terrain, mais sinon, c'est beaucoup de consultations. Sauf que moi, je ne fais pas que ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai multiplié les expériences, j'ai travaillé un petit peu partout et je me suis élargie. Donc aujourd'hui, je fais aussi bien du conseil aux entreprises. Donc en fait, j'aide aussi bien les gens dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Vie professionnelle avec du conseil aux entreprises, fiscalité, alors soit contrôle fiscal quand il y a des problèmes, soit optimisation de la fiscalité quand les choses se passent bien. Donc il y a beaucoup de problématiques, création d'entreprise, modification d'entreprise, cession de titres, enfin voilà, je fais aussi beaucoup de fusion-acquisition, ce genre de choses. Mais je fais pas que ça. Je me suis aperçue que pour bien conseiller ses clients, il est important d'avoir une vision systémique du droit. C'est-à-dire de ne pas envisager... Alors l'hyperspécialisation c'est très bien, mais je dirais qu'il ne faut pas avoir que ça. L'hyperspécialisation ne permet pas de pouvoir couvrir toutes les facettes des problématiques qui peuvent être amenées par un dossier. Quand je traite un dossier, je ne vais jamais utiliser un seul domaine du droit. Par exemple, si je conseille un chef d'entreprise, ce chef d'entreprise, il va peut-être avoir des problématiques d'optimisation fiscale. Il va peut-être avoir des problématiques de modification de son entreprise. Mais il peut aussi avoir des problématiques de droit du travail. Là, je m'en occupe aussi. Il y a aussi des problématiques de propriété intellectuelle. Il y a beaucoup de questions sur ces éléments-là. Des problématiques pénales aussi. Par exemple, si un concurrent vient faire du dénigrement d'un de ses produits, ça j'en ai beaucoup de chefs d'entreprise qui vendent des produits, qui font du e-commerce et qui ont des concurrents qui dénigrent leurs produits. C'est une sanction pénale qu'ils risquent. Et puis c'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, on a énormément de problématiques qui touchent à ces questions du numérique. Le harcèlement sur Internet, par exemple. J'ai beaucoup de jeunes femmes qui viennent me voir pour me dire qu'elles sont harcelées et qui veulent faire des actions contre des personnes qui les harcèlent sur Internet. Donc il y a je dirais qu'il faut avoir une vision assez large du droit parce qu'en réalité, tout se complète.
Oui, mais de toute façon, par définition, si tu es hyper spécialisé, ben, tu seras bon que dans... Enfin, Oui, tu seras fort que dans... mais c'est ça. Alors l'hyperspécialisation, c'est bien aussi. Moi, j'ai fait un doctorat, donc par définition, je suis hyper spécialisée dans mon domaine. Mais il me semble qu'aujourd'hui, comme on est dans une situation où on a un univers qui évolue considérablement, on a une mondialisation qui est galopante, on a une numérisation qui est plus que grandissante, on le voit dans plein de domaines. Je pense qu'il est important de s'élargir un petit peu. Si on veut apporter quelque chose de nouveau et si on veut avoir un conseil qui soit le plus efficace possible. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, tu te souviens de tous tes premiers moments, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais comme tu disais au début, quand tu étais un peu, un peu lancé dans le bain, ben, t'as peut-être, je sais pas, ta première audience, ton premier client, enfin, ces premières expériences, est-ce que tu t'en... Oui, je m'en rappelle. Après, moi, ça s'est bien passé, mais j'ai la chance aussi d'être bien entourée, de connaître quand même beaucoup de personnes dans le milieu qui ont pu m'aiguiller, qui ont pu me conseiller sur les éléments qui pouvaient me manquer potentiellement dans ma formation, puisque moi, j'ai pas fait une formation spécialement contentieux ou spécialement... voilà, j'ai fait du pénal, mais j'ai pas... On m'a pas... quand j'étais en cabinet, on m'a pas appris, on m'a pas emmené en audience pénale ou ce genre de choses. On faisait beaucoup de consultations, donc forcément j'ai dû apprendre sur le tas, mais au final c'est comme ça qu'on apprend le mieux, par les expériences. Et du coup ouais, c'est important d'être bien entouré, oui, j'imagine. Parfaitement. T'as eu un mentor, en fait, ça se passe comment ça se passe comment tu t'es fait entourer quoi vraiment, ou c'est peut-être aussi peut-être des livres, enfin, je sais pas, parce que des fois on a des mentors physiques, des fois même juste des gens qu'on suit, qu'on apprécie. Non, c'est vrai, alors vraiment... pour le coup de tout. Alors j'ai des confrères qui m'aident beaucoup, notamment Maître Biton, qui est un très bon ami à moi, qui est un grand avocat et qui me donne beaucoup de conseils, qui a beaucoup d'expérience. Et puis c'est vrai que, comme on peut le voir derrière, il y a beaucoup de livres qui ne concernent pas le droit aussi, hein, mais ils sont aussi rangés. Mais c'est vrai que moi je cherche beaucoup dans les livres. Et j'ai forcément l'habitude de chercher dans les livres. En ayant fait une thèse, on a l'habitude d'être chercheur. Et c'est vrai que dans les livres, on trouve quand même beaucoup d'informations qu'on n'imagine pas forcément trouver au premier abord. D'accord, donc c'est un peu ça, c'est un peu du virtuel, enfin pas du virtuel, mais un peu dans les livres, à la fois du contact physique. Un autre aspect aussi qui m'intéressait beaucoup, c'est pendant le choix de ce que tu défends, mais comment ça se passe, tu sais, dans ton travail dont on parlait juste avant un peu. Mais quand quelqu'un vient à toi, est-ce que tu choisis un peu ce que tu veux faire ou pas? Est-ce que... Enfin, je sais pas s'il y a une conscience ou juste ce que tu aimes. Enfin, je sais pas comment ça se passe du coup. Voilà, comment ça se passe dans ton travail? Ouais, alors le principe, c'est qu'en tant qu'avocat, on se doit de bien défendre son client. Donc par conséquent, il me semble que si on défend une cause qui n'est pas la nôtre, on va forcément pas bien le faire. Ouais. Donc effectivement, on peut refuser des dossiers, on n'a pas l'obligation d'accepter les dossiers. On peut refuser les dossiers si on estime qu'on ne va pas bien défendre son client. Un cas qui me pose un cas de conscience, je le refuse sans hésiter parce que je sais que je ne pourrai pas bien faire mon travail et que je ne vais pas apporter à cette personne la défense qu'elle mérite. Après, il y a différents cas. Je dirais que c'est vraiment à voir au cas par cas. En fonction des éléments qu'on a, en fonction de la personne, en fonction si c'est une personne qui a vraiment fait ce pourquoi elle est accusée par exemple, si elle a des remords, comment elle envisage sa relation à la victime. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte. Je dirais que pour être c'est quelque chose qui me semble très important, pour être un bon avocat, mais c'est la même chose que pour être un bon entrepreneur. Il y a 3 valeurs qui sont vraiment importantes, c'est l'éthique, la créativité et l'empathie. Et l'éthique, ça passe aussi par choisir ses dossiers et par savoir qu'on va bien pouvoir faire son travail. Voilà. Alors après, bien évidemment, il y a des avocats qui font très bien leur travail en choisissant des causes très difficiles à défendre. Ouais, j'imagine. Ouais. Et c'est très bien. Ça peut être des fois un peu plus compliqué. Moi, il a pu m'arriver de refuser des dossiers si j'estimais que je n'allais pas pouvoir correctement défendre la personne. Ouais, si tu crois pas toi-même, déjà c'est un peu dur de... Ouais, exactement. Et ce côté un peu d'empathie dont tu parles, des fois je trouve que c'est de l'extérieur, au niveau juridique, quand tu vois les avocats, ce qu'on voit peut-être rater, qui est un peu cliché, je sais pas, mais que des fois quand c'est trop, je sais pas si ça existe ça, mais d'être trop pied dans la lettre du code, je sais pas si dans les jugements, s'il y a un peu de côté empathie justement, même au niveau des juges, c'est vraiment uniquement la loi qui doit être respectée, c'est tout, ou il y a aussi un peu d'humain, je viens de dire, qui rentre en jeu?
Alors, Tu peux me parler de ça? ouais, c'est toute la difficulté de la liaison entre le droit, qui reste quand même très rigide, et la morale. Donc c'est toute la problématique. Alors c'est aussi pour ça que les médias font souvent état de jugements qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas parce que on voit un cas, on ne comprend pas pourquoi cette personne a été jugée comme ça. Mais il faut prendre en compte deux choses. Il faut prendre en compte le fait déjà que y a des règles de droit qui sont écrites, mais qui sont là pour être interprétées. Une règle de droit, ça s'interprète. Or, pas toutes. Parce qu'il y a des règles de droit qui sont très rigides, très strictes. On ne peut pas interpréter quoi que ce soit dessus. Mais il y en a d'autres qui laissent place à l'interprétation qu'on peut étirer. Et là, ça va être le travail aussi bien de l'avocat de montrer au juge comment est-ce qu'il peut les tirer, mais aussi au juge de regarder comment appliquer au mieux la règle de droit à une personne qui se présente devant lui. C'est pourquoi en audience, on fait très souvent état d'éléments de personnalité du prévenu, par exemple, pour faire valoir sa situation de famille, sa situation personnelle, son passé, etc. Parce qu'il y a des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. Donc c'est toute la difficulté d'arriver à faire le lien entre le droit et la morale. Je voulais dire un autre truc, mais je sais plus quoi. Mais c'est vrai que ça me paraît très clair, parce que des fois, il y a des cas où tu as l'impression que les personnes sont un peu hors la loi, elles sortent clairement de la loi, mais parce que c'est pour une cause humaine et plein de bon sens. Et c'est vrai que du coup, on a un peu cette division, un peu de notre côté, c'est normal qu'il ait fait, mais de notre côté, c'est quand même interdit. Et c'est vrai que je sais pas quoi trop en penser, et c'est pour ça que je voulais voir un peu, comme tu dis ça, là, donc du coup, comment étirer la loi, comment l'interpréter, est-ce qu'il y a une flexibilité aussi des juges là-dessus, je sais pas comment... Alors oui, il y a une flexibilité des juges. C'est le deuxième élément sur lequel je voulais revenir. Il ne faut pas non plus aussi oublier que le droit, ça reste une science humaine et elle reste faite par des humains. Ça va être des humains qui vont juger, avec tous les avantages et les inconvénients que ça implique. Ça veut dire que le droit, il est humain, donc nécessairement, on fait appel à l'empathie des individus, on fait appel à la morale, à ce genre de choses. Mais ça a aussi des défauts, que ce soit des humains qui jugent, parce que les humains qui vont juger un prévenu, ils vont aussi juger avec potentiellement leur expérience personnelle, avec aussi leurs convictions, avec un prisme qui va être leur prisme de pensée. Leur vécu n'est pas le même que le vécu de la personne qui est... Exactement. Donc ils vont peut-être pas envisager les choses de la même manière. On va pouvoir faire état d'arguments, par exemple, qui, pour un juge, serait une circonstance qui atténuerait peut-être un peu la lourdeur de la peine qui pourrait être rendue, et pour d'autres, ils vont pas avoir cette vision-là et ils vont rester sévères sur ce qu'ils pourraient décider. Parce que le fait d'en parler avec toi, je me rends compte un peu de la beauté de la chose. C'est pas une science exacte du coup. Exactement, c'est pas une science exacte du tout. C'est jamais la même chose du coup d'un cas à l'autre. C'est vrai que ça rend la chose un peu... c'est pas une science exacte, ça va changer, il y a de l'humain qui rentre, c'est vrai, c'est un peu plus excitant du coup, c'est pas des maths quoi, c'est pas 1 plus 1 égale 2. D'accord. Et une autre chose que je voulais du coup parler, c'était le côté entreprise. Personnellement, je sais pas du tout comment ça se passe, je sais pas si... Parce que quand on voit une PME standard, on sait un peu comment... Quand on a un avocat, c'est quoi le statut qu'on a, comment ça se passe, libéral. Comment on gère? C'est un statut libéral? C'est un statut libéral. Après, encore une fois, tout dépend comment on exerce. Alors les avocats qui sont en cabinet ont aussi un statut libéral, mais ils travaillent quand même dans un cabinet, mais pas en tant que salariés. Donc ils sont pas juristes, ils sont libéraux, mais ils travaillent pour le compte du cabinet. Mais après, c'est des façons de travailler qui sont différentes. Quand on travaille dans un cabinet, on a des horaires à respecter, mais on a quand même une certaine sécurité, puisqu'on est sûr d'avoir des dossiers, on est sûr d'être payé. Il y a ce côté entre guillemets salarié, même si ce n'est pas un statut de salarié. Après, on peut aussi s'installer seul. Là, c'est le côté plus entrepreneur, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire toute la liberté que ça implique. Et on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, et c'est aussi ce que tu connais toi de ton côté. Et puis à côté, bien évidemment, il y a toujours une part de stress quand on est à son compte et quand on travaille pour soi-même. Du coup, c'est arrivé d'avoir des périodes de doute par rapport à tout ça, je sais pas comment tu gères comment, je sais pas, comment ça se passe du coup, justement tout ça.
Alors, période de doute, ça dépend sur quoi. Des périodes de doute, plus vraiment. Alors, je dirais qu'on en a tous, hein, des périodes de Bien doute sûr. de toute façon. J'ai jamais eu des périodes de doute au point de me dire j'arrête tout, j'en ai marre. Voilà, Ouais. j'ai aujourd'hui beaucoup de personnes qui font appel à moi, qui me font confiance et sur des choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire que j'ai aussi bien des dossiers de droit des affaires qui sont assez qui sont importants, mais j'ai aussi des dossiers pénaux par exemple qui posent des problématiques qui sont des fois très lourdes. Donc sur ce plan-là, je me suis jamais dit je vais arrêter ou quoi que ce soit. Mais bien évidemment, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut mieux faire, est-ce qu'on peut pas faire les choses autrement, est-ce qu'on les fait de la bonne façon. Donc je dirais que les doutes, ils viennent aussi de la façon de procéder. Parce que moi, je sais que personnellement, des fois, c'est même sur la difficulté du métier. Des fois, je me dis, ce serait peut-être plus simple d'être salarié. Oui. Et d'un autre côté, il y a quand même cette envie de continuer. C'est pour ça que, ouais, il y a aussi ce niveau-là de complexité. Ouais. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, ben, voilà, des fois, tu me dis, il y a des affaires un peu entreprises. Enfin, c'est très intéressant aussi. Mais des fois, il y a ce côté un peu des causes que tu défends. Enfin, et je voulais savoir comment tu gères un peu peut-être les émotions par rapport à ça. Est-ce que ça t'arrive d'avoir un certain fil pour pas être trop affecté personnellement, parce que l'air de rien, on est tous humains, voir un peu la tristesse ou la misère des gens ou des cas un peu qui font mal au cœur. Comment tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu arrives vraiment à faire la part des choses? Que des fois le soir quand tu y repenses, ça te touche pas trop? Enfin, je sais pas comment ça. Je veux savoir. Bah, si, clairement, parce que c'est vrai que quand on a des cas qui sont vraiment difficiles, ça impacte forcément. En plus, moi, je suis une hypersensible, Ouais. mais vraiment, au sens propre du terme. Donc, c'est vrai que c'est des fois très difficile après. Je pars du principe qu'on est là pour aider ces gens-là. Moi, il y a beaucoup de dossiers que je prends même pro bono parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur et que c'est des éléments sur lesquels je pense qu'il est important d'avancer, qu'il est important de sortir les personnes des difficultés dans lesquelles elles sont. Donc moi, c'est des dossiers pour lesquels je ne me fais pas payer et que je traite bien volontiers parce que c'est important de le faire. Ensuite, il est vrai que certains jours, c'est plus dur que d'autres. Que des fois, quand on est en audience ou quand on est en instruction devant le juge d'instruction, qu'on a des confrontations ou qu'on voit son client ou la personne qu'on défend pleurer devant nous, ça va être compliqué, ouais. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais ça donne d'autant plus envie de se battre pour eux. Ouais, j'imagine, ouais, c'est ta vraie cause encore plus. Ouais. Oui, d'autant plus. Et le temps, ça t'a aidé peut-être un peu à réussir à faire la part des choses, ou même malgré le temps, des fois ça reste. C'est pareil. Ouais. C'est pareil. Ça s'habitue pas malheureusement. Ouais. C'est pareil, mais je pense aussi que l'empathie est très importante pour être avocat. Même pour des dossiers qui semblent moins sollicités d'émotions, comme par exemple une création d'entreprise. C'est important aussi parce que chaque cas est différent. Qu'on va avoir quelqu'un qui va venir, qui vient avec ses rêves, avec sa volonté de créer quelque chose. J'ai énormément d'entrepreneurs qui viennent me voir, viennent me voir pour créer leur bébé, pour créer leur activité. Et ne pas avoir d'empathie dans ce moment-là, ça veut dire qu'on ne va pas faire exactement ce qu'ils demandent. L'idée, c'est de leur construire la structure juridique la plus adaptée à leur activité et d'optimiser dès le départ cette création d'activité. Donc c'est, je dirais, presque tout aussi important, et c'est même tout aussi important que des affaires qui nécessitent bien évidemment de l'empathie, comme des affaires pénales par exemple, ou même des affaires familiales, la garde des enfants, les questions de divorce. Je traite énormément de divorces, je vois beaucoup de couples qui se séparent, alors des fois à l'amiable, par consentement mutuel, mais des fois on a des divorces qui sont un petit peu plus houleux. Ça nécessite aussi beaucoup d'empathie. Donc je dirais qu'au final, la question de l'empathie et la question des émotions, elle est présente dans tous les domaines du droit. Ouais, de toute façon, pour donner un bon service, il faut se mettre un peu à la place des gens. Ouais, exactement. Clairement. Exactement. Il y a une autre question aussi qui m'intéresse énormément, c'est la gestion du temps. Parce que tu as beaucoup d'activités, tu m'as dit que tu écris aussi pas mal. Comment tu arrives à... Enfin, est-ce que ça te demande vraiment beaucoup d'organisation? Est-ce que tu n'es pas trop débordé? Enfin, je sais pas comment tu gères ton temps par rapport à ça, parce que ça a l'air d'être un métier qui en demande beaucoup. Oui, alors moi surtout, j'ai pas d'horaire.
Donc je suis joignable tout le temps, du matin au soir, généralement par WhatsApp. Moi j'aime beaucoup WhatsApp, donc on se fait des vocaux avec mes clients, c'est très pratique. Moi ça m'arrange beaucoup, et même le week-end, je travaille aussi le week-end, donc je donne aussi des rendez-vous le week-end, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer en semaine, qui veulent venir me voir. Je travaille aussi beaucoup à distance, donc j'ai des clients dans toute la France, voire même à l'international. Mais après, il faut arriver à se rendre disponible tout en ayant le temps de pouvoir traiter les éléments à côté. Donc, bon, moi j'ai un volume d'horaire qui est très important, mais après, je dirais que c'est le lot de chaque entrepreneur. Quand on est à son compte, on est nécessairement amené à ne pas compter ses heures, mais c'est aussi ce qui est super galvanisant, parce qu'au final, on travaille pour soi et pour créer quelque chose et pour construire quelque chose qui est à nous. Et au niveau de l'organisation du temps, moi généralement ce que je fais, c'est que je trie par urgence. C'est-à-dire que forcément on a toujours des urgences qui vont tomber, on peut avoir des référés, on peut avoir différents types de procédures d'urgence qui vont nécessiter un traitement immédiat. Donc moi ce que j'essaye de faire, c'est je fais pratiquement tous les matins un point sur tous les dossiers que j'ai à voir, et puis j'essaye de traiter en priorité ceux qui sont vraiment urgents et qui doivent être vraiment traités rapidement. Et pour le temps que tu te consacres à toi un peu personnel, ne serait-ce pour, je sais pas, pour le sport, pour ta vie et toi, c'est aussi, est-ce que tu arrives à en dégager facilement, ou est-ce que tu t'es mis une rigueur sur ça pour pas s'oublier? Alors le sport, j'y vais tous les matins, donc je m'entraîne tous les matins, environ 1h30, soit très tôt, soit après avoir fait un premier traitement de mes dossiers, donc généralement ça peut être soit très tôt, soit entre midi et 2, mais j'y déroge pas, parce que ça me permet aussi de... Puis en plus ça a été prouvé, hein, on travaille beaucoup mieux quand on a le cerveau oxygéné, donc... Tout compte, de toute façon il faut avoir un équilibre, il faut avoir un équilibre sur toutes les parties, évidemment. Le physique, mental, bonheur, tout pour être efficace dans son travail. Exactement. Et du coup, une semaine type, une journée type, il n'y en a pas vraiment, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de journée type parce que je fais sans arrêt des choses différentes. Donc je peux avoir à me déplacer à différents endroits, que ce soit dans les différents tribunaux, que ce soit ailleurs en France pour aller assister quelqu'un, par exemple pour un contrôle fiscal. Et puis je donne aussi beaucoup de conférences et de colloques à l'étranger. Donc je travaille avec beaucoup de pays étrangers, aussi bien des ministères des Finances que des avocats étrangers. Donc je me déplace plusieurs fois par an pour intervenir à des conférences un petit peu partout. Donc au final, j'ai pas de journée type. D'accord. Et ça fait deux fois que tu me parles un peu de l'aspect international. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais du coup, est-ce que le droit qu'on a en France s'applique aussi à l'international? Enfin, comment ça se gère? Et aussi, quand on commence à rentrer dans le monde du travail, des fois on a un peu l'aspect formation, parce que j'imagine que les lois changent tout le temps. Oui. Et la veille, c'est super important, peu importe le métier. Et comment ça se passe? Est-ce que tu suis quelque chose en particulier, une newsletter? Je sais pas comment tu fais pour être toujours à jour. Est-ce qu'il y a vraiment un aspect formation qui est toujours actuel malgré le... Oui, il faut. On a des formations continues pour ça. Donc moi, je vais aux formations continues. Après, au niveau des réformes, je suis beaucoup la presse pour voir un petit peu. Et puis, on a beaucoup de lectures juridiques. On a beaucoup de newsletters par les différents éditeurs juridiques qui nous permettent de nous tenir informés. Donc ça, effectivement, ça fait partie du métier aussi. Mais ça, je dirais que c'est pas le plus compliqué, parce que ça fait partie de l'information globale qu'on absorbe tous les jours, donc c'est pas le plus compliqué. Pour en revenir à l'aspect international, alors bien évidemment on a du droit international, du droit de l'Union européenne, donc on a des règles effectivement qui varient en fonction des pays, et on essaye d'avoir un système qui, notamment des collaborations par exemple entre les différents États quand il y a certaines problématiques. Après, aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, et j'en ai parlé tout à l'heure, on est dans un système qui se mondialise. On est dans un système dans lequel les échanges sont immatériels. Et ce développement de l'immatériel, il conduit à avoir un bouleversement du droit tel qu'on l'avait auparavant. On le voit dans toutes les branches du droit, mais on le voit beaucoup, je peux le prendre ça à titre d'exemple, mais c'est pas le seul exemple qu'on peut prendre, mais beaucoup notamment au niveau fiscal. C'est-à-dire qu'on voit qu'au niveau fiscal aujourd'hui, on a un développement tellement important du numérique, on a tellement plus de frontières entre les États, qui fait que on a à l'heure actuelle une évasion fiscale par exemple qui est considérable. Le droit français aujourd'hui tel qu'il est prévu n'est absolument pas adapté à l'évasion fiscale.
On voit aussi aujourd'hui dans l'actualité des demandes, notamment des gilets jaunes pour taxer les GAFAM. Taxer les GAFAM, oui, effectivement, il faut taxer les GAFAM. Le problème, c'est que les politiques auront beau dire « Oui, effectivement, on va taxer les GAFAM, c'est vrai, vous avez raison ». Avec les règles qu'on a aujourd'hui, c'est absolument impossible. Voilà. Donc l'OCDE a essayé de mettre en place des règles de taxation. Il a essayé de mettre en place une coopération entre les États pour essayer de procéder à la mise en place d'un système qui serait valable, qui serait viable, qui permettrait effectivement de taxer les grands groupes comme ils devraient l'être. Mais pour le moment, on n'a pas d'accord entre les États et on n'a pas de règles qui permettent vraiment d'aboutir à ce résultat. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le droit ne prend pas suffisamment la mesure de la numérisation galopante qu'on a, de ce système de cette aterritorialisation au final, parce qu'on n'a plus de territoire. Avec le numérique, on a un effacement des frontières. Donc on a des échanges qui sont fondés sur de l'immatériel. Voilà. Et le droit n'en prend pas la mesure. Tu vois les choses bouger du coup depuis que ça... Parce que c'est récent du coup la mondialisation. Oui, c'est récent. C'est récent et justement, ça va trop vite et c'est trop récent pour que les règles juridiques puissent s'adapter assez vite. Il y a un peu de retard encore là-dessus. Il y a beaucoup de retard, ouais. Il y a beaucoup de retard. C'est que j'imaginais pas, ouais, je le pensais pas justement tout ça. Du coup on arrive un peu sur la question de la fin. Pour les gens qui veulent devenir avocats comme toi, ouais. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? C'est des conseils particuliers à leur donner? De s'accrocher parce que les études de droit c'est souvent des fois un peu long, qu'on a des fois envie de lâcher avant, mais qu'il faut quand même se dire que, parce qu'en fait pendant 5 ans on fait beaucoup de théorie, on fait pas de pratique, qu'on a très souvent envie de voir autre chose. Moi je le vois avec mes stagiaires par exemple qui ont envie de voir autre chose que de la théorie. Ça c'est peut-être le gros problème du système aujourd'hui. Il est peut-être le système universitaire est peut-être un peu trop théorique pour avoir enseigné. On nous demande beaucoup trop de faire de la théorie et pas assez de pratique. Donc il faudrait arriver à mêler vraiment la pratique et la théorie pour vraiment donner peut-être une vision différente des métiers du droit qu'il n'y a peut-être pas aujourd'hui. Donc je pense que le conseil le plus important que je pourrais dire, c'est déjà ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, ne pas se dire que voilà, c'est trop théorique parce que de la pratique on en fait après de toute façon. Et puis la deuxième chose, parce que je reçois beaucoup de témoignages d'étudiants qui viennent me poser des questions, c'est aussi ne pas se mettre la pression pour choisir tout de suite ce qu'on veut faire. On nous demande très rapidement de choisir entre droit public et droit privé. Alors le droit public, c'est tout le droit des institutions, c'est tout le droit institutionnel, c'est-à-dire les relations des particuliers avec les administrations. Le droit privé, c'est tout le droit des individus, donc tout ce qui est pénal, civil, consommateur, etc. Et très tôt, on nous demande de choisir entre les deux. En réalité, je dirais que ce choix, il est totalement obsolète. Et j'en reviens à ce que j'ai tout à l'heure. Choisir entre droit public et droit privé, ça n'a pas de sens dans la mesure où les deux se combinent parfaitement. Aujourd'hui, moi je fais aussi bien du droit public que du droit privé dans mon cabinet, et pour certains dossiers, je fais les deux en même temps. Par exemple, dans un dossier qui va être un dossier pénal, même si le droit pénal, c'est ni vraiment du droit public ni du droit privé, mais c'est un peu particulier, mais admettons, dans une problématique purement privatiste, il peut m'arriver d'avoir des questions de droit public, d'attaquer par exemple une administration, pour justement étayer le dossier et pour permettre de mieux traiter le dossier. Donc c'est vraiment important. Alors, bien évidemment, les étudiants seront obligés de se spécialiser parce que le système est comme ça, voilà. Et qu'on leur demandera de choisir entre droit public et droit privé. Mais il ne faut pas qu'ils se disent que s'ils choisissent un des deux, ça veut dire qu'après, ils ne pourront pas faire autre chose. Voilà, moi j'en suis le plus pur exemple. Je fais aussi bien du droit public que du droit privé aujourd'hui. Mais si tu choisis, t'es pas condamné à faire que ça. Non, pas du tout. D'accord. Ok. Et du coup, pour les gens qui veulent te suivre, donc il y a Instagram, t'es sur YouTube aussi? J'ai mon compte Instagram, je fais des lives toutes les semaines pour répondre aux questions. Après, je réponds très largement aux questions aussi par message privé, je réponds à tout le monde. Je suis aussi sur YouTube, je fais des vidéos. Pour les aspects non juridiques, puisque j'écris aussi beaucoup sur la mode, la sociologie de la mode, l'économie de la mode, j'écris dans Forbes. Voilà. Et je fais beaucoup de projets avec eux. Et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, super, du coup, si quelqu'un a une question ou quoi, il peut venir t'écrire un petit message sur Instagram, il n'y a pas de problème. Ouais, super, on mettra tous les liens en description du coup. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus, c'était super. Coupé